Bonjour à tous. Bonjour à tous, salut Bertrand. Salut Christian. Bonjour à tous. Est-ce que tout le monde nous entend bien déjà ou nous voit correctement? Ouais, si vous pouvez nous faire un petit mot, un petit hello dans le chat. Oui, Salut Clément, Amélie, super. d'accord. Ça a l'air de bien fonctionner hein, aujourd'hui, hein. Bonjour à Très tous, bien. vous allez bien? J'espère que vous allez bien. C'est notre troisième webinaire de l'année. Donc, on a aujourd'hui pas mal d'actu. Je suis super content de vous retrouver. On va discuter. D'un des éditeurs avec lequel on travaille pas mal, hein, qui est HubSpot. On va parler de CRM, et puis pas toujours. Bonjour Marine. On va parler de CRM, mais pas forcément dans le sens commercial, opportunité, etc., dans un sens un peu plus large. Et l'objectif, c'est aussi d'illustrer par ce biais-là le positionnement et du coup aussi la singularité, moi j'ai envie de dire, hein, de HubSpot. Comment on va du coup utiliser la data et la mettre du coup au service de vos campagnes. Alors j'ai la chance aujourd'hui d'être accompagné pour ce webinaire-là, puisque je vais être avec mon ami Bertrand de chez HubSpot. Tu veux dire un mot sur ce que tu fais chez HubSpot, Bertrand? Oui, tout d'abord, encore une fois, bonjour à tous. Ravi d'être là ce matin avec vous. Donc effectivement, je m'appelle Bertrand. Je travaille en fait chez HubSpot depuis quasiment 5 années. J'ai rejoint l'entreprise en 2016 et depuis 2016, beaucoup de choses se sont passées. L'entreprise a évolué énormément. Et mon rôle chez HubSpot, c'est tout simplement en fait de travailler avec les agences partenaires d'HubSpot sur le marché français. Donc effectivement, j'ai le plaisir et la chance de travailler avec Christian et son équipe, avec toute l'équipe de Marcantif, qui est un partenaire historique sur le marché français et un partenaire de renom pour nous. Merci Bertrand. Et puis moi, je suis Christian Neff, hein, je suis du coup fondateur de Marketing. Un petit mot rapide sur nous. Ça fait 8 ans qu'on existe, on est 40. On a accompagné quasiment 300 clients aujourd'hui. On est comme disait Bertrand, on est un des plus gros partenaires HubSpot au monde. On fait partie du top 10 aujourd'hui mondial en tant que de l'écosystème partenaire. Je crois que vous en avez 5000 aujourd'hui, 6000, un truc comme ça. Partenaires Ouais, dans... c'est ça. Et effectivement, en fait, les agences HubSpot, en tout cas pour les plus grosses, ont un grade, un niveau. Donc ça va aller de, par exemple, des agences qui vont être or, platine, diamant ou élite. Élite étant le niveau le plus élevé. En fait, le niveau est à chaque fois fonction du nombre de clients HubSpot qui sont gérés par l'agence. Et effectivement, c'est une grande fierté d'avoir un partenaire élite comme Marcantif sur le marché français. C'est le seul partenaire élite sur le marché français. Et effectivement, il y en a que 18 dans le monde des partenaires élites, une petite dizaine en Europe. Donc on est effectivement très fiers d'avoir un partenaire français élite, effectivement. Ouais. Merci Bertrand. Et juste pour rappeler rapidement le type de choses qu'on fait, puis après on va rentrer pour mettre plus de place aujourd'hui pour HubSpot. Ce qu'on fait chez Marketing, donc nous on est un peu des rebelles. Notre objectif, c'est d'accompagner les entreprises dans la croissance, sur tous les sujets de la digitalisation du marketing et des ventes. Et à ce jeu-là, aujourd'hui, HubSpot est une technologie vraiment assez centrale dans ce qu'on fait. On va souvent parler de CRM, on va souvent parler de marketing automation, on parle souvent de website. Ça, c'est vraiment les briques très centrales et très pérennes. Et on va parler de plus en plus aussi de service client. Et finalement, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment HubSpot finalement va aligner toutes ces bases de données, toutes ces équipes-là autour de l'expérience client pour faire en sorte qu'on ait un maximum de croissance. Donc, on est pile dans le thème. Et aujourd'hui, je pense que l'intérêt pour nous, c'est vraiment de montrer aussi en quoi HubSpot va du coup avoir de l'intérêt et va être différent. Euh, voilà de quoi on va parler aujourd'hui. On va parler du CRM et puis rapidement introduire que le CRM, c'est pas seulement un outil commercial. On va parler de la spécificité d'HubSpot sur l'approche de la donnée, comment aligner mieux les équipes et finalement aussi faire le parallèle avec d'autres stacks techniques. Peut-être que vous avez en tête du Pipedrive, vous avez en tête du Salesforce, du Microsoft Dynamics, ce type de technologie-là, avec peut-être d'autres technologies de service client, d'autres technologies de marketing automation, qui ont toutes leurs qualités et qui ont aussi des fonctionnalités parfois qui sont assez proches d'HubSpot. L'idée, c'est de voir peut-être d'un point de vue aussi philo, comment HubSpot se distingue, et puis Bertrand va nous expliquer ça. Et puis après, aussi d'illustrer finalement
bah, tout ça, comment on va le leverager, comment on va le mettre au service de la croissance et le type d'initiative aujourd'hui qu'HubSpot peut nous permettre de mettre en place assez facilement. Donc le CRM n'est pas uniquement destiné aux commerciaux, ça c'est un peu mon intro, parce que très souvent, quand on entend CRM, on entend opportunité. Moi, je suis commercial, je suis dans le CRM, j'ai accès à Salesforce, et globalement, je rappelle mes clients, je fais une petite note de on s'est dit ça, et globalement, je fais du business. Donc ça, c'est vrai que c'est le CRM au sens Salesforce. Aujourd'hui, Salesforce, c'est eux qui ont quand même pas mal lancé quand même ce sujet-là, surtout dans le cloud. Mais de plus en plus, on le voit aussi même dans les offres d'emploi, on le voit effectivement dans les profils sur LinkedIn, je suis responsable CRM. Parfois, c'est des gens qui envoient des emails et ils ont un responsable CRM plutôt dans une logique d'adressage marketing. On le voit par exemple dans le retail, on le voit dans pas mal de métiers. Donc finalement, le CRM au sens marketing, ça peut être j'envoie du SMS, j'envoie de l'email, je parle à mes clients. Si on fait encore peut-être un pas un peu plus en avance, c'est potentiellement je mets en place des automatismes. On va entendre maintenant parler de lead nurturing, etc., etc. Donc le CRM pour le marketeur, bah, c'est aussi finalement d'adresser ces bases-là. Et pour le service client, c'est finalement de répondre à une segmentation un peu particulière, qui est la segmentation des gens qui sont déjà finalement clients et acquis. On n'est plus sur les prospects. Et qui sont des gens qu'on va servir dans le cadre de l'utilisation d'un produit, à savoir est-ce qu'ils ont un problème de facture, est-ce qu'ils ont un problème de service, est-ce qu'ils ont un problème X, Y, Z, besoin d'aide pour mieux comprendre comment utiliser le produit ou le service. Donc là, on va avoir un objet qui n'est pas l'opportunité, qui est généralement le ticket, et on peut aller avec HubSpot encore bien plus loin que ça. On va parler aussi de knowledge base, on va parler de satisfaction. Et finalement, tout ça, on sent déjà qu'en filigrane, la donnée client est quelque chose de particulièrement important. Et puis, il y a un dernier thème sur le CRM que moi, j'aime bien rappeler et citer. C'est aussi toute l'utilisation qu'on peut en faire, qui est finalement, à un moment, des logiques de compréhension et d'analyse pour améliorer potentiellement aussi le produit. Qu'est-ce qui se vend? Quels sont aujourd'hui les leads qu'on attire? Comment est-ce qu'on peut réinventer notre offre? Il y a aussi beaucoup d'intelligence, finalement, à partir du moment où on a des graphes sur la performance de nos sales, la performance de notre marketing ou la performance de notre service. Ça donne beaucoup d'insights sur finalement tout ce qu'on peut imaginer pour faire grandir notre entreprise. Et ça, je pense que c'est des choses que chez HubSpot, en tout cas, vous vous appliquez à vous-même, à mon avis, du sol au plafond, Bertrand. Oui, tout à fait, exactement. Donc, le CRM, effectivement, ça va être l'endroit, le système où, en fait, vous allez centraliser toute l'information dont vous disposez sur un contact ou sur une entreprise. Et effectivement, ces informations, vous allez les récolter au fur et à mesure du processus, du parcours d'achat, de l'expérience client. Mais tout l'objet et toute la puissance du CRM, c'est justement quand vous allez collecter par exemple une information venant d'un département, donc mettons par exemple le département commercial, et que cette information va ensuite aider un autre département, donc par exemple le département marketing. Et c'est justement ce partage, cette synchronisation de l'information dans un seul et même système qui délivre toute la puissance du CRM. Donc par exemple, pour donner un exemple concret, imaginons que vous avez un commercial qui est en lien avec un prospect. Et finalement, ce prospect décide d'acheter un produit concurrent au vôtre. Le simple fait effectivement de renseigner cette information dans le CRM, ça va pas être simplement une information pour le département commercial, ça va être aussi une information ensuite pour le département marketing, qui va se dire très bien. Donc déjà, est-ce qu'on était au courant qu'il y avait ce concurrent-là sur le marché? Parfois, c'est pas toujours évident. Et ensuite, la démarche du marketing, ça va peut-être être de dire peut-être qu'on doit créer des ressources, des documents qui comparent notre produit avec justement ce produit concurrent. Peut-être qu'on peut envoyer ce type de documents dans la phase de prospection du client. Et peut-être qu'effectivement, on peut aussi transmettre ce type de comparaison aux commerciaux pour qu'ils puissent s'appuyer dessus dans la phase d'achat. Mais c'est vraiment justement l'idée que on centralise toute l'information et que cette information ensuite, elle peut être partagée et utilisée par beaucoup d'autres départements. Et donc finalement, pas mal d'applications. On verra à la fin, du coup, quelques use cases sur ce que ça veut dire très concrètement, finalement, de tous travailler au sein du même environnement en termes de mise en place et en termes de features et puis en termes de possibilités, en vous donnant quelques idées aussi de ce que ça peut vouloir dire.
L'approche unique d'HubSpot pour aligner les équipes. Alors, c'est vrai que moi, ça fait 10 ans que je fais ce métier. HubSpot, quand on a démarré, c'était du marketing, hein, c'était un outil. Je vais être un peu. C'était des landing pages, des emails et un peu d'analytics. C'était globalement plus ou moins ça les fonctionnalités cœur d'HubSpot. C'est devenu depuis un vrai challenger du CRM. Hein. Ça fait partie aujourd'hui des systèmes les plus utilisés. Et je crois que ça va aller sur du G2 Crowd, sur tous les grands comparateurs de CRM aujourd'hui positionne HubSpot dans la belle place en haut à droite, à côté des Salesforce et à côté de ces outils-là un peu historiques. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup vu sur les dernières années des stacks techniques un peu mixtes. Donc finalement, un outil qui va faire le service, je pense qu'il y a du Zendesk et cette famille d'outils-là, un outil qui va faire le CRM, et là on a des CRM maison, des CRM on-premise, donc installés physiquement sur le serveur des entreprises. On a du Pipedrive, on a du Dynamics, on a du Zoo, on a effectivement plein de CRM effectivement aujourd'hui du marché, des éditeurs locaux aussi, chaque pays a ses petits éditeurs, chaque secteur d'activité aussi a son petit éditeur un peu spécifique, donc il y a une myriade de CRM. Et puis un outil de marketing, hein, ça qui s'est imposé maintenant, puisqu'on va voir du Marketo, du Hello quoi, des petits éditeurs français qui vont faire des landing pages, des emails et venir animer ces bases de données-là avec du nurturing. HubSpot aujourd'hui, finalement, en venant de ce positionnement-là marketing, a aujourd'hui pris le pli de venir faire le boulot de ce que faisait historiquement un Salesforce et de ce que faisait historiquement un Zendesk. Comment ça s'est produit, cette transition, Bertrand, si tu peux nous refaire un peu Ouais, bien sûr, donc effectivement, donc moi je suis par exemple, je suis arrivé en 2016 et donc c'est vrai qu'en 2016 on avait un produit, on avait le Marketing Hub, mais en fait très vite on s'est rendu compte que le Marketing Hub allait vous donner des informations sur une partie du parcours d'achat, mais pas sur l'ensemble du parcours d'achat. Donc très vite, à partir de 2017, on a construit un CRM qui est maintenant en fait devenu le socle, vraiment la fondation sur lequel vous allez ajouter des briques supplémentaires. Donc une brique marketing, une brique à destination des commerciaux, une brique à destination d'équipe support par exemple. Et toutes ces briques vont venir alimenter, enrichir le CRM en données et en conservant vraiment le CRM au cœur du système. Et donc c'est vrai qu'en 2016, le schéma que vous voyez à l'écran, c'était un schéma assez classique. C'est vrai qu'en 2016, il n'y avait pas d'autre solution que de connecter par exemple HubSpot à un CRM, voire à un Zendesk, effectivement, pour être présent sur la partie marketing automation, sur la partie CRM et sur la partie support. Et petit à petit, l'offre produit d'HubSpot s'est développée et aujourd'hui, on est capable d'utiliser HubSpot pour ces trois fonctions différentes. Donc, c'est-à-dire pour la fonction CRM, pour la fonction marketing, pour la fonction service desk et même pour la fonction site web. C'est vrai qu'ici, on n'en parle pas, mais il y a aussi un produit qui permet aussi d'héberger votre site web. Donc, effectivement, l'offre produit s'est considérablement élargie et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de nous revendiquer comme un acteur important du CRM. Et là où finalement, pas mal d'autres éditeurs vont mettre le CRM comme étant le produit sales, chez vous, le CRM, c'est finalement le verbatim pour la base de données. Et autour de ça, finalement, on a la même interface et le même outil, et on le regardera tout à l'heure, avec finalement des objets standards du type contact ou entreprise. Et puis autour de ça, finalement, les mêmes équipes, des équipes service, des équipes marketing, des équipes sales, qui ont chacun des fonctionnalités qui leur sont propres pour actionner cette data et pour mettre en place des choses. Et donc, c'est vraiment le CRM et le cœur. Et autour de ça, on a des fonctionnalités et tout ça dans le même environnement technologique. Hein. C'est pas un Pardot, par exemple, accolé à un Salesforce, qui sont deux systèmes finalement différents de bases de données spécifiques et une connexion entre les deux. On va vraiment avoir quelque chose qui est directement dédié à ça. Ouais. Tout à fait. Juste pour rebondir là-dessus, effectivement, en fait, chez les éditeurs de logiciels, il y a deux stratégies différentes. Il y a effectivement la première stratégie qui consiste à enrichir son offre produit par exemple en rachetant une entreprise externe. C'est pas le pari qu'a fait HubSpot. Le pari qu'a fait HubSpot, c'est justement de développer ses propres produits, l'ensemble de ces produits, pour justement optimiser l'intégration entre ces produits et optimiser la synchronisation et le passage des données. Et effectivement, c'est
pendant un long moment, ça a été notre slogan. C'était de dire que HubSpot était tout en un et effectivement que l'ensemble des produits étaient développés par HubSpot et non pas rachetés à droite à gauche. Donc effectivement, c'est un point qui nous différencie de pas mal d'acteurs sur le marché. L'autre point aussi important, c'est que quand on parle de CRM pour tous, on parle d'un CRM qui va pouvoir accompagner des entreprises qui sont relativement petites jusqu'à des entreprises qui sont assez importantes en taille. Et le pari qu'on fait, en fait, c'est que on espère être un logiciel qui va pouvoir accompagner votre croissance. Donc si demain votre entreprise multiplie sa taille par 2, par 3, par 5, si vos équipes sont multipliées par 2, par 3, par 5, le pari qu'on fait, c'est que on veut pouvoir vous accompagner tout au long de cette croissance. D'accord? Pour vous éviter de changer de logiciel au bout d'un an. On sait que lorsque vous allez faire le choix d'un CRM, par exemple, c'est des décisions qui sont lourdes, il y a un déploiement qui est important, il y a des coûts engendrés qui sont importants. Donc la dernière chose à faire ou la dernière chose que vous allez vouloir envie de faire, c'est effectivement de passer d'un CRM à un autre tous les 18 mois. Et effectivement, sur HubSpot, vous pouvez démarrer avec le CRM gratuit. D'accord. Si vous voulez vous équiper sur la brique marketing, sales, service, vous pouvez vous équiper pour une centaine d'euros par mois. Et puis ensuite, on a aussi des solutions qui permettent d'accompagner des entreprises qui peuvent avoir plusieurs milliers de salariés. Merci pour ça. Et je trouve que finalement aussi, cette centralisation, ça vient illustrer finalement aussi des changements d'usage. Où ce qu'on voyait pas mal quand nous, on avait démarré, où on avait des dispositifs de lead gen. Il y avait un moment où on générait un lead, par exemple, avec HubSpot, puis on l'envoyait dans Salesforce ou dans un CRM, c'était traité ou pas traité, enfin, etc. Ça devenait potentiellement un client. Et puis ensuite, ça passait encore dans un autre système où là, on s'occupait de ce client-là et finalement, on lui rendait le service. Et on était dans quelque chose d'assez linéaire, finalement, et assez séquencé. Alors qu'aujourd'hui, finalement, la manière dont nous, on le perçoit et ça vit de plus en plus comme ça au sein des entreprises, c'est finalement le marketing qui est là pour faire de l'awareness, pour générer un visiteur, pour générer un lead. Le marketing et les ventes qui travaillent vraiment ensemble à un moment pour closer ce lead, parce que si effectivement je suis dans un cycle un peu B2B où je vais devoir appeler, closer, faire un devis, il y a aussi un moment où le marketing en parallèle va inviter à des webinars, il va inviter à des événements, il va envoyer des newsletters et on va travailler ensemble effectivement pour convaincre, pour rassurer et pour closer le lead, pour closer le business. Et puis si je fais un pas en avant et que c'est une bonne nouvelle et que vous êtes devenu client, on continue encore à faire du marketing parce qu'il y a souvent des sujets de fidélisation, il y a des sujets d'upsell, il faut renouveler, il faut suivre le client. Il faut lui répondre quand il a un problème, il faut mesurer sa satisfaction. Et donc finalement, on passe plus d'un modèle en ligne où on fait du marketing, puis on fait des ventes, puis on fait du service. On fait finalement du marketing, puis du marketing et des ventes, puis du marketing et des ventes et du service. Et je trouve que c'est vraiment au cœur de la philo. C'est comme ça que vous avez développé le produit, parce que je pense que c'est aussi comme ça que vos propres problématiques ont apparu. Et ça vient vraiment souligner aujourd'hui, je trouve, une expérience qui est super sympa, autant pour les users que pour les gens qui viennent vivre ça via les plateformes des clients. Et pour illustrer aussi ce que tu disais un peu avant sur les rachats, etc., en termes de stratégie d'éditeur, j'ai repris cette slide-là, je vous l'ai volée, c'est une slide HubSpot, qui est finalement un peu l'illustration d'un empilement finalement de technologies où on va finalement, pour pouvoir adresser des clients ou des prospects, je vais avoir un outil qui fait de l'emailing, un outil qui fait de la séquence, un outil qui fait de l'appel, un outil qui fait la base de données, et puis le service à autre chose, puis le devis, on le fait encore avec une autre techno. Et donc finalement, ça crée plein de complexité. C'est généralement des technos qui ne sont pas gratuites, donc c'est à chaque fois aussi un billet qu'il faut mettre sur chaque outil. Et puis une intégration qui est jamais complètement parfaite. Donc c'est-à-dire que on va toujours perdre un peu d'infos, où il y a quelqu'un qui ne va pas voir les choses, et typiquement on construit un genre de petit Frankenstein de système. Avec un cœur qui est pas si clair et une base de données marketing qui est pas tout à fait une base de données vente et qui est pas tout à fait une base de données service client, avec des overlaps qui sont approximatifs. C'est vraiment ce qu'on essaye de résoudre avec, pour moi, avec la stratégie d'HubSpot. Donc le CRM au centre, le CRM qui va être finalement la base de données, pour faire simple, et des objets qui sont aujourd'hui chez HubSpot du standard. On a les contacts, on a les comptes, on a les opportunités éventuellement.
Et puis on a maintenant de plus en plus aussi les objets custom, hein, pour venir modéliser aussi des besoins divers et variés de secteurs d'activité. Ce qui était aujourd'hui, je pense, une limite, hein, qu'HubSpot avait si on met un an en arrière. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous permet de travailler dans l'IMO, ça nous permet de travailler dans la finance, ça nous permet de travailler dans les concessions automobiles. On va pouvoir construire des choses globalement assez complexes et assez custom. Et puis autour de ça, des fonctionnalités. Et là, on va vraiment rentrer dans des sujets un peu plus spécifiques des personnes qui vont être concernées, hein, des fonctionnalités, par exemple, comme le sales, à savoir les outils qui vont nous permettre de booker des rendez-vous, des outils qui vont nous permettre d'envoyer des emails, de la synchronisation avec les boîtes mail des commerciaux, des outils de tâches, des outils de chat, des outils de devis, des outils de guide conversationnel, finalement toutes les petites fonctionnalités aujourd'hui qui étaient à chaque fois portées par un tout petit éditeur ou par une toute petite application, qui sont aujourd'hui natives et directement intégrées avec les core fonctionnalités d'HubSpot. Ouais. Et en fait, donc, c'est vrai que parfois la différence entre, par exemple, le CRM et le upsales, elle peut être difficile à comprendre. Donc, je vais essayer de clarifier ça. Donc, le CRM, effectivement, il est gratuit. Pour faire simple, le CRM, c'est effectivement une fiche contact, une fiche entreprise et la possibilité de créer des opportunités ou des deals pour ces entreprises ou ces contacts. Le upsales va vous permettre en fait de maximiser l'efficacité de votre CRM parce que ça va vous permettre de gagner en productivité, en efficacité au niveau du représentant commercial et au niveau de l'entreprise. Ou par exemple, au niveau du représentant commercial, on sait que vos représentants commerciaux, leur fonction, c'est de passer le plus de temps possible à vendre. D'accord? Et on sait que parfois, ce qui se met en travers de ça, c'est toutes les tâches administratives. Donc, par exemple, effectivement, via le upsales, ce que vous allez pouvoir faire, c'est vous allez pouvoir appeler vos prospects directement depuis HubSpot. D'accord? Donc, ça vous évite cette étape de prendre votre téléphone fixe ou portable, de taper le numéro et de perdre quelques secondes. Ça va vous permettre de créer des liens de rendez-vous synchronisés avec votre agenda. Donc, ça va éviter les 2-3 emails avec votre prospect pour se mettre d'accord sur l'heure et le jour du rendez-vous. Donc, c'est toutes ces petites minutes, ces petites secondes qui vont vous permettre d'éviter les tâches administratives et de vous concentrer le plus possible sur le cœur du métier, c'est-à-dire vendre. Et au niveau de l'entreprise, ça se traduit comment ce gain de productivité, ce gain d'efficacité? Tout simplement, est-ce que assigner un lead à un commercial aujourd'hui, ça doit être une tâche qui doit être faite par le directeur commercial? Est-ce qu'il doit manuellement, à chaque fois qu'il y a un lead entrant qui vient du marketing, est-ce qu'il doit regarder, par exemple, alors le lead, il est dans le nord de la France, il a un budget de temps, donc je vais l'assigner plutôt au commercial numéro 2, par exemple. Est-ce que c'est un processus qui doit être fait manuellement ou est-ce qu'on préférait justement automatiser ce processus d'assignation des leads en disant ok, justement on a l'information que le contact, que le lead il vient de telle région, il a tel budget, donc du coup on l'assigne automatiquement à tel commercial. Et voilà, le Sales Hub, encore une fois, vous permet de gagner en productivité, en efficacité, et voilà, et vous permet de maximiser l'utilisation du CRM. Vas-y. Souvent un levier qui fait que les gens ont envie de changer de CRM, parce que si j'ai un CRM finalement un petit éditeur français, ou si j'ai rien contre eux, hein, et soit une techno peut-être un peu custom ou un CRM maison, au bout d'un moment on se dit bon tiens, toutes ces fonctionnalités un peu modernes, les développer moi-même, etc., dans cet environnement-là, ça va me prendre un peu de temps, et globalement je passe à côté de tous ces petits levier de productivité, de planification de rendez-vous. On est dans des ventes aussi, et je pense que le Covid a quand même, on en est tous conscients, accéléré quand même beaucoup cette vente assise. On va plus sur les salons, on va plus physiquement chez les clients, donc on vend digital, quoi. On a besoin d'envoyer des mails, on a besoin d'avoir des rendez-vous, on a besoin de faire des zooms, on a besoin de faire des appels. C'est comme ça aujourd'hui, c'est ça le nouveau playbook finalement du business. Et donc on a eu plein de nos clients qui avaient des CRM qui faisaient le taf pour gérer des opportunités ou avoir un historique de clients, mais qui sur cette couche finalement de facilitation, de productivité, de performance, de reporting sales, c'était un peu limitant pour eux. Et donc on a fait pas mal d'équipements un peu en urgence sur 2020 pour aller rattraper ce gap. Si je fais un pas sur la partie marketing, qui est le produit finalement historique d'HubSpot, on est toujours sur la même base de données. Ces contacts-là qu'on a à un moment qu'on a appelé, à qui on a eu des rendez-vous, on leur envoie aussi des mails. À un moment, on a généré ce lead-là.
Et donc, on a sur HubSpot aussi nativement tous les outils qui vont nous permettre d'envoyer des mails, qui vont nous permettre de créer des scénarios, de faire du chat, d'envoyer effectivement après via des workflows aussi, on va mettre des SMS, on va mettre effectivement tout ce qui est important pour vous. Et surtout, une des grosses forces du web marketing, je trouve pour moi, et la facilité d'utilisation pour un outil marketing comparé aux autres. Parce que déjà, faire du marketing, c'est pas si simple. Hein. Qu'est-ce qu'on dit à nos clients par secteur, par persona, par niveau de maturité, par langue. Si en plus l'outil est complexe à utiliser, ça commence à faire beaucoup. Donc HubSpot, c'est effectivement l'avantage d'être facile à utiliser, puis une profondeur d'analytics et une capacité à expérimenter pas mal de choses. On parle beaucoup d'A/B testing, de smart content, de contenu intelligent. Donc on a beaucoup de couches d'intelligence artificielle qui nous permettent de bien voir ce qui se passe. Et un des trucs que je trouve vraiment chouette, moi, sur HubSpot Marketing, c'est la capacité à faire remonter nativement aussi les sources de provenance. Ce n'est pas le cas de tous les outils. Donc, quand je vais faire une landing page, que je l'envoie par email, que je la mette sur LinkedIn et que je la propulse en AdWords, je n'ai pas besoin d'aller coller des UTM à la main. Et pour ceux qui font beaucoup d'acquisitions, c'est quand même quelque chose qui est super sympa d'avoir des tableaux de bord qui sont un peu tout seuls sur d'où est-ce que vient le business et est-ce que finalement je rentre dans mes frais par canal et quel contenu marche le mieux et qu'est-ce que je vais pouvoir répéter, ce sur quoi je capitalise et tous ces petits outils d'intelligence. On en a déjà beaucoup parlé du web marketing qui est un des produits phares dans le précédent webinaire. C'est vraiment une surcouche qui est pour moi aujourd'hui un peu le produit phare d'HubSpot, en tout cas historiquement parlant, en termes de positionnement. Et puis on a un produit qui est le dernier volet de fonctionnalité en attendant qu'il y ait un prochain hub aussi, hein, qui sera bientôt aussi annoncé, qui va venir supporter tous les sujets du coup plutôt de la vie du client. Et un client, à un moment, une fois qu'on continue à le marketer, puis potentiellement on va lui vendre d'autres choses demain, mais on a besoin de s'occuper de lui. S'il a un problème, effectivement, il faut créer un ticket et puis il faut le traiter. On va potentiellement aussi lui écrire des mails, on va lui parler, on va lui téléphoner, ou il va nous téléphoner demain avec une problématique. C'est souvent aussi de l'inbound call. Et à un moment, c'est pas mal si on a un opérateur où la fiche du contact, elle apparaît automatiquement quand il y a un appel entrant de ce client. Il est automatiquement attribué à la bonne personne et la personne a sous les yeux directement l'historique de vente. Elle voit les emails qui ont été cliqués, les emails qui ont été vus, le comportement de navigation sur le site, etc., etc. On va avoir du coup une expérience qui est la plus seamless possible et la plus sympathique pour le visiteur. Et donc, effectivement, en fait, le petit pictogramme, le petit dessin là, en anglais ils appellent ça une flywheel. En français, on pourrait traduire ça par un cercle vertueux. Mais ce qui est intéressant ici, c'est justement que beaucoup d'entreprises peuvent parfois penser qu'en fait le travail s'arrête une fois que le client il a été signé. Mais on oublie souvent que un des plus gros facteurs d'acquisition, ça va être justement les clients existants et le bouche à oreille ce que ces clients existants vont pouvoir générer. Donc en fait, tout l'objet ici du hub service, c'est de pouvoir générer un bouche à oreille qui est positif et un bouche à oreille qui va ensuite vous permettre de générer plus de visiteurs et plus de leads sur votre site internet. Donc c'est pour ça qu'on a une espèce de roue comme ça, de cercle vertueux, parce que ce Hub Services doit justement vous permettre d'alimenter votre acquisition et pas uniquement de se baser sur de l'acquisition nouvelle, mais aussi de se servir sur ces clients existants pour les transformer en ambassadeurs et pour générer un bouche à oreille positif. Merci Bertrand. Et puis, alors HubSpot, ça fait beaucoup de choses, hein, on vient d'en parler. Je pense qu'on n'a pas tout détaillé parce que sinon, je pense que ça déborderait un peu. On a tout un écosystème d'applicatifs. Hein, je crois qu'aujourd'hui, c'est un peu plus de 600 applications qui vont venir faire très très bien ce que HubSpot ne fait pas. Alors, on n'est pas en train de dire qu'il faut mettre du Salesforce, il faut mettre du Zendesk. Hein, HubSpot va gérer le corps. Mais on va avoir par exemple des applications de chat un peu avancées, des applications de webinar qui vont être peut-être souvent pays dépendantes, etc.
beaucoup de petites apps ou par exemple des applications qui vont nous permettre d'enrichir les contacts, des applications qui vont nous permettre d'envoyer directement, par exemple, si vous utilisez Slack, on va pouvoir brancher Slack effectivement avec HubSpot pour avoir des notifications sur des nouveaux leads, sur des tickets entrants et de déverser ça en temps réel aux bonnes personnes. On a tout un tas de choses qui, encore une fois, nous ouvrent le champ des possibles et créent de nouvelles perspectives pour nous au quotidien sur ce qu'on peut mettre en œuvre pour accompagner nos clients. Ouais. Vas-y. Non, mais effectivement, enfin, comme on l'a dit depuis le début, tout l'enjeu du CRM, c'est de pouvoir centraliser l'information dans un seul et même endroit, y compris centraliser l'information qui viennent d'outils tierces. Donc effectivement, sur la marketplace, vous allez retrouver des intégrations avec beaucoup d'outils. Et par exemple, je vais prendre un exemple, mais par exemple GoToWebinar, donc si dans vos campagne marketing, vous allez utiliser des webinars, GoToWebinar. Le fait de plugger, par exemple, l'app de la marketplace GoToWebinar à HubSpot, ça va vous permettre d'importer les données dans HubSpot, combien de personnes ont participé au rendez-vous, combien de personnes s'étaient inscrits, pour enrichir, encore une fois, le CRM avec le plus de données possible, encore une fois, y compris les données qui viennent de logiciels extérieurs. Pour illustrer ce qu'on vient de montrer, je vous ai basculé sur une fiche HubSpot qui est un objet standard, c'est un objet contact. On va retrouver par exemple de manière assez classique tous les champs un peu segmentants, typiquement sur le persona, le chiffre d'affaires de l'entreprise, son secteur d'activité, potentiellement les technologies qu'il va utiliser. Ça va vraiment être custom en fonction de votre métier, de ce que vous voulez en baser, ce sur quoi vous voulez segmenter, ce sur quoi vous voulez adresser vos clients. Et on va retrouver tous les objets rattachés, à savoir le compte, donc cette personne-là rattachée à une entreprise, cette personne-là qui a souhaité un moment, qui a ouvert un ticket parce qu'elle a rempli un formulaire sur le site, parce qu'il y a eu un appel où elle a dit qu'elle avait ça comme problème, cette personne qui a signé par exemple un projet ou qui est en cours d'opportunité. Tous ces objets-là en fait sont connectés, ont chacun leur modèle de données, leurs variables et les liens qui permettent derrière de segmenter, d'engager, de mesurer, de faire les reportings qui vont avec. Et c'est du coup cette même vue, finalement, on va retrouver cette vue-là, que moi je sois opérateur du service client, que je sois marketeur ou que je sois commercial. Je vais du coup avoir un certain nombre de fonctionnalités qui vont m'être dédiées. Donc si je suis commercial, je vais plutôt faire des appels, je vais faire des tâches et je vais faire des rendez-vous. Si je suis opérateur du service client, je vais plutôt ouvrir des tickets. Mais le look and feel va être le même et on va pouvoir partager aussi finalement ce trop commun de données, ou si par exemple le commercial change le numéro de téléphone, peut-être que le service client va pouvoir aussi du coup appeler la personne sur le bon numéro. Ou on va pouvoir notamment laisser des notes en disant bon bah tiens, pense à le relancer sur sa facture la prochaine fois que tu vas lui parler, etc., etc. Les applications sont assez larges. C'était juste pour illustrer un peu ce à quoi ça peut ressembler. Non, et c'est vrai que pour qu'un déploiement CRM fonctionne, on parle souvent d'alignement entre la partie marketing, le département commercial, le support. Et c'est vrai que déjà, un bon début en ce qui concerne l'alignement, c'est en général aussi d'utiliser le même outil pour les trois départements. C'est un bon début pour aligner les équipes. Et du coup, pour introduire la suite, finalement, cette base, ces équipes alignées, ça nous laisse. Et là, on va parler un peu de grosses. Je suis désolé, vous entendez ça partout sur LinkedIn, mais je vais être obligé de passer par là. C'est que, en fait, on est vraiment dans une logique d'amélioration continue. Grâce en fait à cet alignement de données. En fait, on ne peut améliorer que ce qu'on mesure, et on a du bol parce que HubSpot mesure tout. Donc finalement, à partir de là. Et à partir de la granularité de données qu'on va avoir sur des objets contacts, comptes, opportunités, tickets, toutes les activities des différents opérateurs, tout ça va nous lever, va nous exposer à un certain nombre d'opportunités qu'on va pouvoir saisir. Le funnel grosse, nous on utilise beaucoup chez nous le modèle ARR, donc acquisition, activation, rétention, referral revenu. Il y en a qui mettent encore awareness au-dessus, ils font 3A. On a la possibilité, donc HubSpot suite de croissance, de venir intervenir sur tous ces différents niveaux de l'entonnoir, avec à chaque fois des fonctionnalités qui nous permettent d'être meilleurs en acquisition, de tester des choses en activation, de faire du referral, de mesurer le revenu, d'optimiser toute cette flywheel finalement qui va nous permettre de travailler.
Pour illustrer ça, en fait, nous, on fonctionne toujours sur ces logiques test and learn en termes de grosses. Hein. Donc, on a l'idéation, on a la production, les analyses, la définition après, l'analyse des résultats et la définition de qu'est-ce qu'on va faire par la suite. Donc, on est toujours dans une logique lean d'amélioration continue. Et HubSpot, en fait, est un outil qui va nous permettre de passer de l'idée à tester l'idée de manière très rapide. Puisque c'est globalement, on n'a pas besoin d'appeler un développeur pour faire quelque chose. Ça va être globalement la plupart du temps assez natif. Et les tableaux de bord qui sont proposés aussi via l'outil vont nous permettre d'analyser aussi très très vite l'expérience en tant que telle pour décider est-ce qu'on duplique ce truc-là. Et tout ça, c'est sans compter sur les possibilités d'expérience qui sont directement gérées par HubSpot. Je pense au smart content, je pense à l'A/B testing, je pense aux multivariants, etc., qui sont intégrés à tous les petits niveaux dans les titres des emails, dans les landing pages, dans les pages du site web, dans les sales enfin, dans les rendez-vous, dans les email sales, etc. On va retrouver toute cette agilité et tout ce test and learn. Ce que moi, je trouve particulièrement intéressant à souligner sur aussi ce positionnement-là et l'intérêt d'avoir tous les outils ensemble, c'est la facilité du paramétrage. Globalement, HubSpot, et c'est important pour plusieurs raisons. Alors, c'est important parce que ça va être globalement plus rapide à mettre en place. Et ça peut être utile, mais c'est surtout que globalement, quand on est une boîte qui se développe et quand on est une boîte qui avance, on change aussi pas mal. On lance des nouvelles offres, on lance des nouvelles équipes, on lance des nouveaux pays. Et à chaque fois, ça demande potentiellement une extension, un nouveau pipeline, une nouvelle chose qu'on va mettre en place. Et si ce truc-là, il faut qu'on appelle un intégrateur Salesforce et qu'on attende 3 semaines et qu'on mette 10 000 euros, soit on ne le fait pas parce qu'on en a marre, soit globalement on le fait, mais on perd beaucoup de temps. Et pour un peu qu'on se trompe sur le brief, ben, on va encore perdre encore plus de temps. Donc, c'est pas évident de travailler en fait avec des choses aussi structurantes sur des outils qui sont difficiles à faire vivre. On a des fonctionnalités riches, c'est-à-dire que globalement, si déjà on exploite tout le natif dans HubSpot, bah déjà on a quand même beaucoup de perspectives. C'est super facile à mettre en œuvre. Enfin, vous voyez un peu le look and feel de l'outil, que ce soit sur la partie administrative. Nous, le challenge qu'on a quand on accompagne des clients au quotidien, c'est plutôt sur la partie technique de l'outil et voir l'intelligence qu'on y met, la granularité de la donnée, les aider à prendre des bonnes pratiques, à mettre finalement, à définir les bonnes priorités, à construire les bons tableaux de bord, à exploiter les funnels et à vraiment venir paramétrer d'une manière intelligente toutes ces fonctionnalités-là. En termes de look and feel, l'outil est plutôt facile. Et puis, on va avoir des intégrations aussi sur demain, tout ce qu'HubSpot ne fait peut-être pas complètement, qui vont nous permettre de compléter finalement tous ces principes-là avec un pure player à un moment, parce que vous avez besoin de faire du webinar et qu'HubSpot, nativement, il ne va pas avoir cette plateforme qui nous permet de faire du webinar. Donc, on va venir plugger l'outil qui le fait. Par contre, on a envie qu'HubSpot soit intelligent pour relancer ceux qui ne se sont pas inscrits, pour renvoyer le replay automatiquement à ceux qui ne sont pas venus, etc. Parce que tous nos emails, nos invitations, notre embasage passent par HubSpot. Et c'est du coup aussi tout ça, finalement, cette facilité d'utilisation, facilité de paramétrage, ça nous permet des évolutions simples. Et si on veut être bon dans le temps, on a besoin de changer, on a besoin de mesurer les résultats, on a besoin de s'adapter, et on a besoin que les évolutions soient globalement simples. Si moi, je veux rajouter un modèle de segmentation, rajouter un pipeline, changer des droits de user, etc., ou créer un rapport, c'est des affaires de minutes. On est sur quelque chose qui est globalement très rapide à mettre en place à partir du moment où l'outil est bien pensé et qui va nous permettre de gérer toute cette complexité. Pour aller un petit peu plus loin et terminer ce webinaire-là, je voulais illustrer quelques cas d'usage que nous, on traite sur les différents angles qu'on a vus. Alors, l'objectif, c'est toujours de rester quand même sur des objectifs qui sont clairement définis. On essaie d'utiliser les OKR. Je ne sais pas si vous connaissez ces trucs-là, c'est Objective Key Results, qui nous permettent finalement, pour un objectif principal qui serait par exemple de doubler le chiffre d'affaires, qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue marketing, qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue sales, qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue question client, se donner des objectifs chiffrés et d'imaginer un certain nombre d'initiatives qui vont nous permettre de porter ces objectifs-là et puis de prioriser les sujets. Donc ça, c'est vraiment la base de ce on essaie de mettre en place en grosse. Et puis, si je dois illustrer ça, et je me mets par exemple sur des sujets marketing,
en fait, on va toujours avoir ces boucles d'idéation, production, analyse et puis amélioration. Et la data qu'on va utiliser au quotidien, c'est évidemment de la donnée qui concerne la base de données. Je pense, quel est ton persona, quel est ton secteur, quel est ton projet, la donnée qui vient de formulaire, la donnée qui vient de scrapping, la donnée qui vient de prospection, mais aussi tout le comportement marketing et de la donnée sales. Donc, est-ce qu'il est enrôlé est-ce qu'il est actuellement dans une opportunité, ou de la donnée de service client, est-ce qu'il est actuellement dans un ticket et quel est le statut finalement de ces objets-là. Et à partir de là, en fait, les applications marketing qu'on va pouvoir mettre en place, elles vont être super riches et super variées. Ça veut dire on peut mettre par exemple un pop-up sur la homepage sur une certaine typologie de cible, par exemple, qui est déjà qualifiée avec directement le commercial qui est responsable de cette personne-là, qui a un pop-up qui vienne directement se mettre pour prendre un rendez-vous avec le commercial qui est attitré. C'est d'avoir aussi des call to action, par exemple, qui sont dynamiques en fonction de l'historique de la personne. C'est typiquement, si je lis un article de blog et que vous voulez proposer un livre blanc en bas de cet article-là, dynamiquement, si j'ai déjà téléchargé ce livre blanc-là, c'est de me proposer potentiellement un autre livre blanc que j'ai pas encore téléchargé. Et on va retrouver en fait cette logique de pouvoir mettre en place des choses assez rapidement en utilisant tous les critères de segmentation de l'ensemble de la base, que ce soit des critères marketing, donc de navigation, de clics dans les emails, d'interaction avec les CTA, à cliquer, à pas cliquer, de navigation dans une application métier, etc., etc. On va pouvoir utiliser tout ça pour adapter les emails, adapter le scoring, adapter le nurturing et mettre en place ce type d'action. Donc ça, c'est pour la partie marketing, c'est super riche, je ne peux pas détailler tout ce qui est possible de faire. En tout cas, vu qu'on a la data finalement sur l'ensemble de l'historique marketing adossé aux sales et aux services, on va être capable d'imaginer tout un tas de choses, ou par exemple, engager dans un nurturing, typiquement, les clients des opportunités perdues, en utilisant la raison de l'opportunité perdue pour travailler peut-être sur un sujet où on n'a été pas très bon commercialement, avec peut-être l'opportunité d'avoir une seconde chance. Parce que c'est vrai que souvent, on délaisse un peu les opportunités perdues d'un point de vue marketing. Ça finit dans une espèce de poubelle, alors que c'était des gens qui avaient un projet, qui avaient un budget et qui potentiellement l'année prochaine vont peut-être rechallenger leur prestat. Et donc, il y a toujours aussi cette logique-là de pouvoir engager des cibles très spécifiques sur la base de toutes les informations qu'on a en base. Si je vais dans la partie sales, vu qu'on on a encore une fois tous les interactions, et là je parle des appels qui ont été logués par les commerciaux, les emails one-to-one qui ont été faits, les opportunités qui ont été créées, les tâches qui ont été faites, qui ont été créées, les tâches qui ont été faites dans combien de temps, puis encore une fois la data des autres hubs, donc la data marketing, la data service client. On va récupérer des tableaux de bord assez construits qui nous permettent aussi de passer en mode croissance et en mode amélioration continue là-dessus. Les cas d'usage les plus habituels chez nous, c'est de travailler sur la dynamique des rendez-vous. Quand on a une équipe commerciale de 10, 20, 30 personnes, à un moment, on a des meetings, peut-être des meetings de type, nous on appelle ça des R1, R2, R3, donc des meetings qui vont être structurés. C'est intéressant de comprendre, par exemple, est-ce qu'on a des mauvais R1, est-ce qu'on a des mauvais R2, est-ce qu'on a des mauvais R3, ou est-ce que c'est plutôt personne dépendant, ou est-ce que c'est secteur dépendant, ou est-ce que c'est produit dépendant. À un moment, le fait de construire, de récolter de la data qui est assez fine et qui est complète sur tout ça, ça va nous permettre de prendre des arbitrages qui sont quand même assez aboutis pour réajuster ça ou comprendre qu'est-ce qui ne marche pas. Et comprendre ce qui ne marche pas, c'est la première étape aussi pour savoir comment on peut améliorer les choses. Et puis derrière, c'est des automatismes sur les relances des opportunités perdues, c'est de créer des tâches. Tiens, mon deal va arriver, finalement, il était censé signer demain. Je n'ai pas appelé le prospect depuis 15 jours, il faut que j'ai une tâche quand même qui me rappelle que je dois le contacter, c'est le minimum. Qu'on tienne aussi compte de tout ça finalement d'un point de vue marketing. Et encore une fois, dans une logique d'analyse, de prendre un moment, sortir un graphe et de se dire, tiens, sur mes opportunités qui sont close lost, je mets une pop-up qui va dire c'est quoi la raison du close lost ou du close won, qui va nous permettre à un moment d'étudier en se disant, tiens, on les perd à chaque fois parce qu'on est trop cher. Peut-être qu'il faut qu'on réfléchisse sur comment on présente le prix ou qu'on réfléchisse même à notre modèle de pricing. Parce que typiquement, sur les 80 opportunités perdues de l'année,
70% du temps, ils nous préfèrent, mais c'est le prix qui cause problème. Donc, ce genre d'informations-là vous permet derrière d'avoir un argumentaire, d'améliorer votre produit, d'améliorer votre boîte, et finalement d'aligner les planètes, hein, j'ai envie de dire, pour qu'on passe en mode croissance sur la partie business. Et Un petit le... point. Vas-y. Non, mais un petit point là-dessus, justement, pour donner un exemple aussi qui ferait la passerelle entre la partie marketing et la partie vente. Prenons l'exemple de la partie upsell. D'accord? Donc vous avez un commercial qui a vendu un produit et effectivement on sait que pour ce produit-là il y a des possibilités d'upsell, donc d'ajouter d'autres produits complémentaires dans votre portefeuille produit. Là où ça va être vraiment intéressant d'utiliser un CRM et d'utiliser les données qui viennent du département commercial du marketing, c'est que bah, si vous avez un commercial qui est en charge de l'upsell, soit il appelle ce client qui a acheté il y a quelques mois comme ça, où il envoie un mail sans information particulière. Et dans ce cas-là, on sait que bah, effectivement, il y a finalement peu de chances que ça aboutisse. Et en tout cas, on demande au commercial de prendre contact avec une personne sans vraiment avoir la certitude qu'il y a une opportunité d'upsell. Alors que un autre exemple, ce serait de demander justement au département marketing de commencer à renouer une conversation avec ce client, commencer à lui positionner des produits d'upsell, cross-sell, de voir comment est-ce qu'il réagit à ces communications marketing. Et en fonction des engagements, des interactions qu'il y a eu, par exemple, sur l'email, en fonction de ce qu'il a cliqué, est-ce qu'il a donné suite ou pas, là, effectivement, ça devient plus intéressant de remettre un commercial dans la boucle, mais un commercial qui va prendre contact avec le client en sachant qu'il y a un intérêt pour de l'upsell, cross-sell. Alors que si on demande aux commerciaux de simplement faire un appel 3 mois après qu'ils aient acheté un produit sans information, bah, effectivement, il y a un aspect aussi, je pense, démotivant. Il y a une perte d'efficacité de temps. Et c'est là où justement avoir toutes ces données dans un seul et même système vous permet justement de vous concentrer sur les opportunités qui ont du potentiel. Et je vais terminer parce on est déjà à 45 minutes. Je vais juste mettre le turbo. Sur la partie service, encore une fois, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est typiquement ce que tu disais juste à présent. C'est la même chose, hein, c'est qu'on va pouvoir, encore une fois, avoir des informations sur la vie du client. Est-ce qu'il est satisfait parce qu'on lui a envoyé un NPS via l'outil? Est-ce qu'il a ouvert un ticket? Est-ce que son ticket est réglé? Ou s'il est hautement pas satisfait, comment on en tient compte aussi dans le marketing et dans les ventes? Parce que typiquement, si je l'appelle, moi je suis commercial, je l'appelle comme une fleur, alors qu'il a mis un 2 sur 10 au produit pour l'upseller ou pour lui dire que son prix va augmenter, c'est peut-être pas le meilleur moment, ou en tout cas, il faut que je l'ai en tête au moment où je vais le faire. Et l'intérêt d'avoir ce système-là unifié nous permet aussi de ne pas faire ce genre d'erreur en tant qu'organisation et puis d'avancer. On vous donnera aussi du coup notre template de grosse pour ceux qui utilisent Notion. C'est des choses qu'on nous demande de temps en temps. On vous le donnera, il n'y a pas de souci pour que vous puissiez passer en mode agile, prioriser vos idées, définir vos objectifs et vraiment utiliser ce framework. Et puis, encore une fois, et je vais conclure sur ça, on a vraiment besoin, pour que tout ça, ça fonctionne, de data de qualité. Et la data de qualité, à un moment, les tableaux de bord qui ne sont pas remplis, pas par tout le monde, pas de la bonne manière, etc., à un moment, on ne peut pas faire de marketing propre, on ne peut pas faire d'automatisme abouti, on a des tableaux de bord un peu approximatifs. Donc l'adoption, c'est super important. Et donc on avait fait un webinaire là-dessus il y a quelques semaines. Si ça vous intéresse, on pourra vous envoyer le lien. Et puis ouais, c'est vraiment important que vous preniez cette dimension-là, d'engager tous les users pour qu'ils renseignent bien leurs rendez-vous, qu'ils renseignent bien leurs appels. S'ils ont des infos sur les clients, sur les prospects, sur les projets, que ce soit bien renseigné correctement, parce que la data, c'est vraiment un atout majeur pour pouvoir réaliser toutes ces belles choses directement dans l'outil. J'arrive au bout de la presse. C'est dense, je crois qu'on a dit pas mal de choses. On a un petit peu dépassé sur l'horaire. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont quelques questions, et puis sinon, on va vous laisser déjeuner. N'hésitez pas à vous manifester dans le chat. S'il y a une ou l'autre question, on peut la prendre, et puis sinon, on va vous laisser déjeuner. Merci. Ouais, merci. Bon appétit. Je vois les différentes personnes. Super. Mais en tout cas, n'hésitez pas à nous contacter, à revenir vers Bertrand si vous voulez, à revenir vers nous.
Si vous avez des questions sur HubSpot, si vous avez des questions sur la mise en place du CRM, on a pas mal d'autres webinars sur l'adoption, choisir son CRM, faire des intégrations spécifiques, rajouter un certain nombre d'autres éléments. Ça va vous donner, je pense, pas mal d'infos. Et puis, encore une fois, on vous envoie le follow-up avec la presse, etc. Et vous aurez aussi, du coup, nos coordonnées pour poser toutes vos questions. Il n'y aura pas de problème par rapport à ça. OK. Bon, je vous souhaite une bonne journée, un bon appétit, une bonne semaine. Et puis, on se revoit très vite pour un autre webinaire. Merci Bertrand, du coup, d'être passé nous voir. Pas de souci. Et Et puis, puis merci à tout le monde sur le chat. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter ce matin. merci beaucoup à tous et à bientôt.